Aujourd'hui, c'est un grand jour. Pas parce que ce soir ou cette nuit, les États-Unis auront un nouveau président, mais parce qu'on a la chance d'avoir Yann Kounen qui a accepté de faire une masterclass au Pôle Média Grand Paris pour clôturer notre cycle multi-écran. Euh, alors, j'en profite, comme tout le monde n'est pas arrivé pour faire tout ce qu'il y a de chiant et qu'on n'aime pas entendre. Vous êtes accueillis ici donc par le Pôle Média Grand Paris. Je précise d'où on vient. On est d'un affreux mot, une grappe d'entreprise. On accompagne une centaine de boîtes de l'audiovisuel dans le sens le plus large et parfois le plus déjanté. Et puis une quinzaine d'organismes de formation et de recherche, dont deux qui sont là et qui nous accompagnent tous les ans. Et on a inventé en 2013 un cycle qui s'appelle le multi-écran. On l'a appelé multi-écran parce que par ailleurs on était dans un projet européen qui s'appelait Eurotransmédia et où à chaque fois qu'on se rencontrait on disait ah, transmédia, pourquoi pas cross-média, et puis voilà. Donc on a dit bah, on va l'appeler multi-écran, puis comme ça tout le monde nous foutra la paix. Et dans ce cycle multi-écran, il y a plusieurs phases. Il y a un appel à projet, il y a une sélection de projets que vous allez pouvoir voir aujourd'hui. Alors vous les voyez dans leur phase la plus mature. On les prend tout petits, tout bourgeons. On les coach, on les forme. On les met à l'épreuve parfois de grands festivals comme bonjour, comme le Sunny Side of the Dock. Et puis, on les met à l'épreuve aussi des chaînes télé lors d'une grande plénière au mois d'avril. Et grosso modo, on les remet à l'épreuve pendant les Cross Video Days, où ils font un pitch devant les commissioning editors, en particulier étrangers qui viennent. Ça a lieu ici, puisqu'on en est coproducteur. Et enfin, bah, ils sont là aujourd'hui et vous allez pouvoir voir, grosso modo, l'aboutissement de presque 9 mois de travail. Enfin, entre le moment où vous avez déposé les projets et puis maintenant, presque 9 mois de travail. Ça a maturé. Et aujourd'hui, au bout de 4 ans, en fait, les chaînes aiment beaucoup ce qu'on fait. Pour autant, elles ne se ruent pas là-dessus, elles ne se ruent pas sur les projets, mais ça, c'est une autre logique. Mais parce qu'elles reçoivent tous les jours sur leur bureau des tonnes de projets qui déjà sont difficiles à choisir quand il s'agit de documentaires, mais quand il s'agit de projets un peu fous comme les nôtres, multi-écrans, faisant appel à des tas de technologies nouvelles et allant parfois in real life, comme on dit en anglais dans le texte, c'est difficile pour eux d'en juger. Et c'est vrai que d'avoir cette phase de maturation et d'arriver aussi à la phase où le projet, malheureusement il faut bien le dire, est bankable, bah, c'est bien pratique pour eux aussi. Bref, voilà, j'ai dit tout ce qu'il y avait d'ennuyeux. Maintenant, si tu veux bien venir, Yann. Alors, Yann, on t'a invité parce que on a commencé, en fait, un grand cycle sur la réalité virtuelle. On a fait il y a 10 jours, pas une masterclass, mais un rendez-vous du pôle. Il y en avait qui étaient là, hein, je crois. Ouais, il y en avait qui étaient là à ce rendez-vous du pôle. Et en fait, on s'est dit, on va commencer quand même par poser les bases, c'est-à-dire voir tout ce qui est technique, workflow, ce qui, grosso modo, est peut-être le plus simple. Et puis, il va falloir quand même s'attaquer progressivement dans l'année 2017 à l'aspect créatif. C'est-à-dire, après l'effet waouh, qu'est-ce que je fais avec, comment je crée, qu'est-ce que je suscite chez les gens, qu'est-ce qui me met à l'aise, qu'est-ce qui me met mal à l'aise avec cette nouvelle techno. Et on aura plusieurs témoignages. Je sais que tu as rencontré aussi Michel Reillac à l'occasion de l'ARP et que vous avez pu discuter tous les deux. Michel est très très proche de notre labo, ça a été un des premiers à nous soutenir. Et on trouvait passionnant en fait de recevoir quelqu'un qui, comme toi, était parti de la fiction, avait aussi exploré des tas de formats,
Et ça, c'est important aussi d'avoir tâté du format différent. Il y a le retour. Ah bah, d'accord. Et de se dire que maintenant, tu attaquais donc une nouvelle technologie et la manière dont ça t'apportait quelque chose. J'ai l'impression que c'est encore quand même très tâtonnant, expérimental, etc. Voilà. Alors, ce que m'a demandé Yann, et donc je vais respecter ta volonté, c'était de savoir, un, à qui on s'adressait. Donc, et je vais faire trois catégories rapides, hein. Je vais vous demander chaque fois de lever la main, comme ça on va pouvoir mettre un petit peu notre discours au mieux de vos attentes. Donc, est-ce qu'il y a dans la salle des boîtes et des entreprises de l'audiovisuel? Tu vois, je t'avais dit un tiers, à mon avis, hein. Est-ce qu'il y a dans la salle des intermittents? Est-ce qu'il y a dans la salle des étudiants? Ah, il n'y a pas beaucoup d'étudiants, hein. Voilà, mais enfin, vous êtes tous du... Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas du tout de notre domaine? Bon, ça va, tout le monde est un peu initié quand même. Yann, à toi. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc moi je suis là pour répondre à... Donc je réponds déjà merci à cette invitation. Et puis pour faire voilà, répondre à vos questions. Alors je vais quand même commencer à parler un petit peu de mon entrée, hein. C'est finalement la première question. Pourquoi je m'intéresse à la réalité virtuelle? Bon, moi ça me semble assez évident, c'est-à-dire qu'à partir du moment où déjà au départ, vous faites du cinéma, vous travaillez sur l'idée de positionner le spectateur de manière cognitive, hein, puisque le cinéma, c'est de l'image en mouvement et du son. Et vous essayez de travailler la restitution, de l'emporter alors, à travers la narration de la fiction et l'identification à des personnages, qui est aussi tout le travail que fait le cinéma. Mais on a ce truc-là de spectateur, d'être auprès de la scène, auprès des gens que l'on voit, de partager leurs émotions, leurs sentiments, leur histoire, et d'être sur un quai de gare quand un train arrive, d'être dans la nature, de voyager avec les personnages d'un film. Donc quand en théorie la réalité virtuelle arrive, c'est une immersion totale, cognitive. Dans ces cas-là, 360. Donc c'est forcément, moi c'est vrai que ça m'intéressait, mais de la même manière que ça a toujours intéressé les cinéastes ou les écrivains de science-fiction, c'est-à-dire au-delà du débat de la virtualité de l'expérience qu'on a, c'est-à-dire on est avec nos sens, hein, on perçoit, on entend, on voit, et si on vous propose une autre réalité, est-ce qu'on va y croire plus et est-ce qu'on va questionner notre réalité? Euh, voilà, donc cette réalité virtuelle qui a habité une part de la SF, hein, le cyberpunk, et qui finalement est en train de débouler, c'est forcément intéressant pour quelqu'un comme moi qui aime à la fois la science-fiction et à la fois qui aime l'expérience cognitive et qui aime la création d'univers dans lequel on va avoir des expériences sensorielles, émotionnelles, et plus loin, on va me raconter des histoires d'une nouvelle façon. Moi, je me souviens qu'il y avait c'était oui, en 98 ou 99, on disait qu'est-ce que serait l'art qui va détrôner le cinéma. Donc je vous parle d'une question qui s'est posée au millénaire précédent, hein, et moi, c'était un peu pré-Matrix où voilà, c'était l'idée. Ben, à un moment donné, on va se retrouver connecté à un espace où on va être dans une fiction, mais on va être le héros qui interagit au sein de la fiction. Ça serait la logique du développement de l'idée même du cinéma. Voilà, le cinéma, il travaille dans un espace qui sont ses limites au fond. Et si on invente un art, quel serait le cinéma du futur? Ça serait un espace dans lequel on devient le héros du film au fond. C'est-à-dire voilà, on vit pas par procuration, avec une certaine distance. Voilà, j'imaginais pas à l'époque que ça pouvait être, voilà, qu'on allait se mettre un casque sur la tête si vite, hein. Je parle de ça. Moi, je me suis intéressé à la VR il y a à peu près un an et demi, quand les premières machines ont débarqué. Et on voit à quelle vitesse c'est en train d'arriver. Alors, en tant que cinéaste,
ce qui m'intéresse, c'est cet espace. C'est-à-dire que l'expérience de VR, donc, est-ce que vous avez tous essayé la VR, peut-être pour savoir dans la salle? Oui, beaucoup. Ok. Donc, en fait, quand on met un casque, souvent sur la tête pour la première fois, on est surpris par une chose, c'est aussi par la façon dont c'est à ce point relié au corps, à l'émotionnel, à la sensation. Et aussi sur des choses simples, si on voit simplement l'enregistrement de quelqu'un qui joue de la guitare sur une chaise dans une pièce et que c'est juste capté, là, comme un documentaire, la personne regarde la caméra et ça va s'imprimer différemment en vous. Ça va s'imprimer puisque pour l'instant, je pense que le cerveau ou l'être ou la conscience n'a pas encore pu analyser exactement ce qui se passait, mais comme c'est une cognition totale, puisqu'on peut bouger à l'intérieur de l'image, on est physiquement dans un espace virtuel, ben, c'est logique que ça va descendre plus profond et ça va s'imprimer comme une mémoire. C'est en tout cas moi la sensation que j'ai eue. J'ai l'impression sur des programmes d'avoir été témoin de quelque chose, si c'est un documentaire, ou d'avoir été dans un espace même créatif, mais c'est un souvenir, c'est pas, j'ai pas vu un film. Donc ça a une force vraiment importante. Et donc, vu tous ces atouts, la question qui se pose, c'est comment raconter une histoire au sein de ça. Et faut-il raconter des histoires? Ça, au fond, c'est les deux questions sont là. Et je pense que on est vraiment au début. Hein. Moi, j'étais donc, oui, tu parlais de l'ARP et de Michel Reillac. C'est vrai qu'à l'ARP, pour vous situer aussi hein, où on en est dans le cinéma et dans l'intérêt des gens du cinéma par rapport à la VR, à l'ARP, on a fait une sorte de discussion sur la réalité virtuelle et il y avait pas mal de cinéastes, puisque c'est l'ARP, c'est comme un syndicat de réalisateurs, de producteurs, donc il y avait quand même pas mal de cinéastes qui font des longs métrages et des gens qui tournent beaucoup. Et dans cette discussion, au café, je dirais même la veille de notre intervention, je me souviens, on est autour d'un bar et à un moment je leur dis mais les gars, moi en fait au fond j'ai l'impression, là je vous parle de la VR, vous allez voir, vous vous baladez dans l'image avec la HTC Vive, il se passe quelque chose de ce type et tout. J'ai l'impression d'être quelqu'un, pour vous donner un exemple, c'est ce que je leur ai dit, ce qui les a un peu troublés, c'est j'ai l'impression qu'on est au début du siècle et puis on est tous des metteurs en scène de théâtre. Et puis le théâtre fonctionne bien, il y en a partout, c'est vraiment l'art qui domine un petit peu la société. Et moi, je suis un metteur en scène de théâtre qui a vu le film des Frères Lumière et peut-être un des films de Méliès, et qui leur dit, mais attendez, ce truc-là est vraiment intéressant, on peut raconter aussi des histoires et tout. Bon, c'est pas encore tout à fait le cas, pour l'instant, c'est juste un boom, un wham ou un truc, mais il y a un truc qui va être important. Et les autres me regardent un peu de manière dubitative. C'est parce qu'ils me regardaient de manière dubitative que je leur ai sorti cet exemple qui les a un petit peu troublés. Parce que je pense que c'est la réalité. Je crois qu'au fond, ça a le potentiel d'être un des arts ou vraiment quelque chose qui va transformer notre perception, notre façon de raconter des histoires, qui va prendre un espace très important. Hein, on sait qu'aujourd'hui, l'art, je ne parle pas en qualité, je parle en puissance et comment ces choses peuvent rentrer dans nos sociétés, que c'est des choses que l'on consomme aussi, avec lesquelles on voyage, on va dans des univers, on voit que le jeu vidéo a pris une telle place. Aujourd'hui, je pense que la VR, au fond, dominera. Mais ce n'est pas le présent. Le présent, c'est l'arrivée du train en gare de la Ciotat, l'immédiat après, l'arrivée de Méliès. Et comme on le disait avec Michel. Voilà, le Griffith de la VR, il va arriver, mais peut-être dans les années qui viennent. Voilà, on est en plein dans ce début. Et dans un début qui est quand même assez complexe, parce que si on continue la comparaison au cinéma, c'est comme si on commence à tourner un film. Donc on est au début de l'histoire du cinéma, donc il est muet, et on écrit un film, puis au moment où on va se mettre à le tourner, il y a le cinéma parlant qui arrive. Donc ça change quand même des choses. Et puis en cours de tournage, au début du tournage, la couleur arrive. Et je dirais que dans l'année suivante, il y aura le relief ou le son stéréo. C'est-à-dire que c'est une technologie qui va tellement vite qu'il est vertigineux. Moi, je vois que j'ai un projet, je vais en parler un petit peu aussi, mais j'ai un projet
pour lequel j'ai changé mon fusil d'épaule complètement, non pas dans le contenu, mais de comment raconter cette histoire, parce qu'une nouvelle technologie est arrivée, en cours, heureusement au tout début du développement, et je ne suis pas encore en train de tourner, mais en cours de développement, et d'un coup tu te dis non, mais c'est vrai que ça c'est beaucoup plus intéressant par rapport au projet, mais ça change tout, toute la manière de faire. Pas faire voilà, tu fais pas un film, la même histoire si le parlant arrive, ou le son arrive, hein. Je parle même pas de la parole, mais juste le son. Tu vois, voilà. Donc on est un peu dans cette époque. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de l'intérêt, mais en tout cas, c'est éminemment aujourd'hui un territoire d'exploration qui est en train de naître, qui pour moi a un potentiel. On n'est pas dans l'amélioration du cinéma. Hein, moi j'ai pensé quand j'ai vu Avatar en relief, je me dis bon, le cinéma a gagné encore un peu, a gagné quelques années. Puis après, on a aussi vu, pour être toujours une forme d'art qui est puissante dans son interaction, dans ce qu'elle transporte. Et puis moi, je suis toujours un cinéaste de classique. Hein. Il y en a qui disent de flat. Moi, je préfère le mot classique par rapport à la réalité virtuelle. C'est mon corps de métier, hein, donc je ferai toujours ce type de film. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'aussi aujourd'hui le cinéma c'est devenu un peu compliqué en France dans la période actuelle. C'est un peu plus compliqué qu'il y a quelques années, donc ça vous donne un peu plus d'espace parce que les projets mettent plus de temps à se faire. Mais au-delà de ça, c'est vrai que j'ai rien vu personnellement d'aussi excitant que quand j'avais vu dans les années 90, un peu en amont, à l'époque il n'y avait que CompuServe, l'arrivée du web. Or que le web n'était pas forcément intéressant pour moi dans sa part créative, mais dans la place qu'il allait prendre dans nos vies. Et au-delà de la réalité virtuelle, il y a la réalité augmentée. C'est-à-dire que c'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'on va commencer à développer quelque chose, et quelque chose d'encore plus intrigant va arriver, c'est-à-dire l'idée de pouvoir créer une réalité, des lunettes avec lesquelles vous allez pouvoir sans doute fabriquer une forme narrative d'interaction où que vous soyez, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, d'un coup, c'est un espace, pour moi, c'est un espace qui peut rejoindre aussi l'art contemporain. J'ai toujours aimé et toujours été intéressé, parce que moi j'ai fait les arts déco, par la notion d'installation, voilà, la force de l'art et de l'installation pour être, comment dire, un missile cognitif sur une question ou une perception du monde qui vous est projeté d'une manière radicale et pure. Ce qu'on n'a pas dans le cinéma, qui est une industrie dans laquelle parfois certaines séquences et certains films sont vraiment des œuvres. Mais moi qui viens d'une école d'art, voilà, dans le cinéma, l'art, c'est des moments, et c'est des accidents heureux, hein, comme dans l'architecture. Mais au départ, il y a l'industrie qui est entrelacée. Donc on est plus des artisans, et si on est tous des bons artisans et qu'on a un producteur qui est un peu fou, on est un peu comme... et à ce moment-là, on arrive à faire, je pense, des œuvres d'art de certains films ou de certaines séquences. Et donc là, l'AVR me paraît aussi un espace qui, moi, me fait penser à l'art contemporain, c'est-à-dire à ce pont, hein, entre l'installation vidéo et une recherche comme ça pure de perception ou de choc qui peut être quasiment abstrait. On est hors narration. Voilà, on ne raconte pas une histoire, on fait purement percevoir quelque chose qui va vous questionner, qui va vous faire réagir. Et donc, la réalité virtuelle, elle va rentrer dans plein de territoires. C'est-à-dire, elle peut s'adresser effectivement aux metteurs en scène de cinéma, comme moi, parce que je pense qu'on a un savoir-faire. Hein, comme je dis, on est des artisans, on développe un savoir-faire pour raconter des histoires. Et même si ce savoir-faire ce savoir-faire peut être utile au sein d'un film ou d'une histoire, ou je ne sais pas comment on va appeler ça, hein, au fond. Est-ce que c'est vraiment des fictions, si elles sont interactives? Est-ce qu'elles vont se diriger vers forcément une interactivité? Donc, en tout cas, d'une histoire qu'on va vous raconter d'une nouvelle manière en réalité virtuelle, on a un savoir-faire qui fait qu'il est juste que ce soit des metteurs en scène de cinéma. Enfin, il est logique que des metteurs en scène de cinéma, au fond, je pense, s'intéressent à ça. Mais, de la même manière, les metteurs en scène de théâtre ont absolument leur place.
et les artistes contemporains. Le metteur en scène de théâtre, pourquoi? Parce que c'est pas forcément évident d'un metteur en scène de théâtre de passer au cinéma, parce qu'il y a tout un langage de la grammaire, de la caméra, qui est très différent. Alors bien sûr, il y a des metteurs en scène de cinéma qui font des films magnifiques, mais voilà, mais c'est pas évident. Il n'y a pas un glissement évident. Or que là, pour la VR, il existe. Pourquoi? Parce qu'au fond, la VR, je la décris telle qu'elle est aujourd'hui. Si vous faites quelque chose de fictionnel et si vous travaillez avec des acteurs, hein, on va prendre cette représentation parce qu'il y a plein de monde, mais disons une histoire avec des acteurs. À la différence du cinéma, la VR, c'est vous prenez une chaise avec vous avez un seul spectateur et vous positionnez cette chaise sur votre scène, une scène à 360 qui est fermée, il n'y a pas de public. Et donc l'espace où vous allez poser le spectateur et vous allez construire votre mise en scène à l'intérieur de cet espace autour de cette personne. Donc ça, c'est quand même très théâtral. Alors ça existe bien entendu, cette forme de mise en scène dans le cinéma quand on fait des plans séquences ou de la mise en scène justement de rapport entre la caméra et les acteurs. Tandis que là, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus de cadre. Il n'y a plus de cadre, il y a un point de vue. Voilà, donc le langage se complexifie aussi et les contraintes sont nouvelles. Moi, c'est vrai que pour un cinéaste de se dire qu'on n'a plus de cadre et plus de valeur de plan est complexe. Parce qu'en même temps, c'est le langage avec lequel on s'exprime et on a un savoir-faire justement là-dessus. Par contre, voilà, si on aime faire de la mise en scène, je dirais plus au sein d'un plan, c'est vrai que la VR peut vous correspondre. Parce qu'après tout, vous faites plus que pas forcément d'ailleurs des plans fixes, mais il est très difficile de faire un travelling. Très complexe, parce que d'un coup, vous faites bouger le siège du spectateur au milieu de la scène, c'est quand même un peu complexe. Mais du coup, il y a ce rapport de savoir dans la mise en scène, comme on peut le faire au sein d'un plan. Quand on fait un plan, il n'y a pas plusieurs endroits où regarder. Pourtant, le spectateur a le choix de regarder où il veut dans l'image, l'exemple d'un plan large. Et pourtant, tout le monde va regarder à peu près au même endroit si la mise en scène est bien faite, parce que on a des artifices pour amener le regard du spectateur dans l'espace qu'on désire. Et le reste de l'espace est, lui, dédié plutôt à donner le crédit, la crédibilité, le sensoriel, l'existence, la réalité de la scène. Mais si vous allez regarder un endroit qui doit se passer en partie du reste, et vous regarderez, on regarde tous au même endroit au cinéma. Ça fait partie d'une des choses qu'on fait quand on fait un film. Donc là, en réalité virtuelle, on a tendance à vouloir regarder partout déjà. C'est déjà plus complexe puisqu'on peut se tourner à 360, regarder derrière, devant, au-dessus, en dessous. Voilà. Donc le langage s'adapte. Comment faire que le spectateur va regarder à un endroit plutôt qu'un autre? Alors, on a une grande importance dans le son au cinéma. Pour aussi diriger le regard du spectateur. Là, en réalité virtuelle, il devient beaucoup plus important. Parce que là, si vous voulez que le personnage regarde en l'air, c'est peut-être assez facile, il suffit de positionner un son au-dessus de lui. Et on va regarder parce que naturellement, on peut aussi positionner en VR les sons partout dans l'espace et les sons se déplacent, restent associés à leur source. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un savoir-faire à créer. Là, je vous raconte des réflexions au fond il faut faire maintenant. Il faut tourner, il faut faire des films. Pour l'instant, on a encore un petit peu, ce que je disais dans le train de l'arrivée. Enfin, on n'est pas tout à fait là. On avance, mais il y a un langage qui va petit à petit se dessiner. Et c'est en faisant des films qu'on va trouver cet espace et que aussi des artistes simplement, soit des artistes d'art contemporain ou des gens qui a priori sont pas forcément des gens du cinéma, d'un coup vont découvrir avec cet outil leur espace. Voilà. Et la technologie évoluant, c'est un peu compliqué. Alors la question qui se pose, c'est à un moment donné, aujourd'hui, l'idée, c'est de se verrouiller assez. Il faut se verrouiller quand même, parce que si on est dans ce principe, on attend toujours un petit peu comme un nouveau Mac, on se dit je vais l'acheter, je vais le changer. J'attends 2 générations, puis à un moment donné, il faut choisir un système.
et faire son œuvre. Mais moi, par exemple, je peux vous parler 2 secondes, et après je passerai le micro pour des questions, mais j'ai 2 projets pour faire un peu le tour de mon expérience VR. J'ai un projet qui est du tournage. Alors, ça s'appelle Seven Lives, c'est fait par Red Corner. C'est un projet où j'étais appelé comme réalisateur. Et j'ai pour l'instant donc tourné au fond qu'une seule séquence ou même un seul plan dans ma vie en VR. Donc voilà, et donc ce plan-là est une mémoire. Ce film, ce projet, c'est un voyage au sein de différentes mémoires. C'est assez étonnant et c'est proche de l'art contemporain presque au fond, hein, comme film. Et c'est un voyage au sein de différentes mémoires. Donc moi, j'ai tourné une forme de pilote où c'est la mémoire d'un otaku, d'un jeune japonais complètement bloqué dans ses mondes de manga et d'héroïne, qui dans sa chambre à Tokyo, dans sa chambre en bordel, apprend une nouvelle un peu qu'il secoue émotionnellement sur l'héroïne qu'il suit. Et sa mère entre et simplement en colère lui demande de ranger, passe et revient. Donc c'est une scène presque théâtrale au fond, une mère qui rentre et vous êtes un enfant assis par terre. Et donc là, si je vous raconte ça, je ne parle pas du projet, mais pour vous dire le rapport à la technologie entre un tournage réel, hein, parce qu'au fond, je pense que la question, s'il y a pas mal de gens qui font des films aussi ou qui tournent, c'est de se trouver le rapport à la technique. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs choix par rapport à la technique de prise de vue. Je ne suis pas un spécialiste, hein, donc j'avais en tout cas, moi à l'époque, plusieurs choix. Un choix qui était de prendre des caméras ou des RED, des grosses caméras, mais dans ces cas-là, il était difficile de faire un rig à 360, donc ça verrouillait la mise en scène sur une seule partie du décor et de tourner en plusieurs passes. Ce qui est compliqué quand on commence, quand comme moi on n'a pas fait de film en VR, mais on a une qualité d'image bien supérieure, voilà. Ou alors utiliser un rig de GoPro et en l'occurrence une autre caméra qui est la Ozo, c'est ça, Ozo, qui est une boule, voilà, avec un système natif de caméra qui permettent d'avoir du relief. Et dans ce système-là, je vous le raconte en 2 mots parce qu'après tout, si on tourne une scène, on se retrouve dans une pièce avec une caméra. Donc là, techniquement, en fait, et je pense que cette caméra n'a pas la meilleure définition aujourd'hui, est bien inférieure à un rig de RED, mais je pense que le futur pour des gens qui vont faire d'un travail avec les acteurs va ressembler, en tout cas devrait se rapprocher de setup que j'avais pour le tournage que j'ai fait il y a un mois, je pense, parce que ça me paraît quelque chose de vraiment qui facilite la transition pour les metteurs en scène, comme beaucoup de gens vont commencer, qui facilite le travail de transition par rapport à un tournage normal. Donc, le tournage classique, on est au centre d'une pièce avec une caméra, on fait sa prise. Donc là, vous avez une boule, une sphère qui est positionnée dans un décor à 360. Donc une fois que vous avez réussi à l'éclairer, sachant que vous ne pouvez pas mettre de lumière puisque vous êtes à 360, vous avez réussi à trouver, fabriquer votre espace. Et là, vous allez régler la mise en scène. Donc ça se fait un petit peu comme dans un plan, hein. Vous travaillez avec l'acteur, vous lui dites de s'approcher à telle distance de la caméra, de se déplacer, de faire tous les mouvements, les gestes, son texte, et vous réglez cette mise en scène. Donc ça ressemble à de la mise en scène de cinéma traditionnelle dans un plan, on va dire, on pourrait s'apprêter un plan large de la scène. Et bien entendu, après, vous la positionnez. Alors, c'est un peu comme le cinéma, parce qu'au fond, sa position, il n'est plus dans le cadre, mais il est en rapport à l'espace qu'elle prend dans l'image et où elle se positionne. Est-ce qu'elle vient se pencher, en l'occurrence, au-dessus de son fils, l'otaku, donc vous êtes obligé de regarder en l'air. Est-ce qu'elle vient se rapprocher en relief près et elle va s'éloigner pour fermer une fenêtre, faire autre chose, revenir, discuter. Donc, il y a tout un mouvement. Là, forcément, en tant que spectateur, vous regarderez un seul endroit. Vous regarderez forcément que la personne, c'est comme un cadre. En fait, c'est vous, le spectateur, va faire le cadre avec son mouvement de tête. Ce qui est intéressant, c'est moi j'ai tourné ça, c'est que donc il y avait le studio et il y avait la caméra au sein du studio, à l'intérieur du studio. Donc à l'extérieur, on a un casque, un casque Oculus, dans lequel on est en live sur le décor, sur la scène. On a un casque audio pour la prise de son.
Et donc, ça se passe comme le tournage d'un film, on dit moteur, mais on est dans un univers virtuel puisqu'on a la position de la caméra dans la pièce. On voit avec un décalage de 4 secondes une remodélisation plutôt en basse définition, mais suffisamment définie pour voir suffisamment. On va dire c'est un peu comme les retours vidéo d'une certaine époque au cinéma. C'est pas l'image 4K, mais c'est une image suffisante. Et, et donc l'action commence. Ce qui est étonnant, c'est que il y a un décalage, ce qui fait que comme l'actrice parlait fort, puisqu'elle engueulait son môme, on l'entendait. Je l'entendais en vrai, je l'entendais 4 secondes après en synchro dans mon image. Mais une fois qu'on a le cerveau fait ce changement, ce qui se passe, c'est qu'au fond, vous êtes seul dans votre casque, vous lancez l'action et vous vous mettez à regarder l'action et vérifier comme un metteur en scène que tout va bien. Vous dire, ah, là je vais arrêter maintenant avant qu'elle fasse ça parce qu'elle va casser un objet, et pour éviter le reset d'un décor, et je pense que ça pourrait être mieux. Voilà, donc vous pouvez faire stop. Il y a 4 secondes, hein, donc il faut. J'étais là stop, puis je voyais que ça continuait, donc je me levais dedans. Donc il y a un peu ce rapport-là au temps, d'anticipation. Mais sinon, le travail est exactement le même. Et puis à la fin, vous coupez, vous voyez si vous refaire une prise, vous discutez avec l'acteur, et vous relancez une prise. Donc là, en fait, on est très très proche pour un metteur en scène du travail de cinéma. Le truc qui est très étonnant dans cette aventure, c'est comme moi j'ai l'habitude, en général je cadre mes films, la plupart des plans, et donc j'ai l'habitude d'être derrière l'œilleton de la caméra. Et donc quand j'enlève l'œil de la caméra, je suis dans le décor, je m'adresse aux comédiens. Moi il m'est arrivé sur ce film un truc très très particulier, c'est qu'une fois que j'ai fait mon plan et que j'ai dit couper et que j'ai enlevé le casque, j'ai chaque fois eu un choc, mais un vrai choc cognitif de me retrouver sur le béton dans un décor qui n'a rien à voir avec celui dans lequel j'étais. Donc, à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, parce qu'au bout de la 5e ou 6e prise, j'avais toujours ce choc, presque un petit haut le cœur, comme si j'avais eu un micro-coma, quoi, comme s'il y avait d'un coup, je me réveillais ailleurs. Parce que je pense que ça vient simplement, c'est un truc qui va. Mais c'est pour vous dire à quel point l'impression cognitive est forte. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en train de faire votre plan, vous avez fusionné en fait avec une caméra, puisque vous êtes un point de vue, et ce sera celui du spectateur. A priori, quoi qu'il arrive, si vous faites bien la direction de la mise en scène. Et quand vous êtes sur le plateau, vous enlevez l'œil de votre caméra, vous êtes dans le décor. Et donc, au bout d'un moment, j'ai pu oublier la caméra. Mais je n'ai jamais réussi à oublier que je n'étais pas dans le décor dans lequel j'étais. Voilà. Et chaque fois, donc, j'ai enlevé mon casque et j'ai fait « Ah !» parce que j'avais un béton gris qui était le béton du studio et plus du tout ce sol coloré japonais du décor de ma déco, mais avec une petite... et avec un petit sourire derrière. C'était mon effet waouh, il n'était pas dans le plan, il était dans le fait d'enlever le casque. Donc, en ayant vécu ça, je pense aujourd'hui que donc très vite, avec des systèmes beaucoup plus performants de rig, on va donc pouvoir travailler de cette manière-là, comme avec le zoo. Et donc, pour les metteurs en scène qui découvriront la VR et qui feront leur premier plan, ils pourront à la fois travailler leur prise de la même manière qu'au cinéma. Et ensuite, puisque le stitch est fait automatiquement, hein, c'est-à-dire le stitch, c'est en fait, il y a plusieurs caméras qui captent une série d'images qui sont assemblées. Normalement, cet assemblage prend un certain temps. Alors, il y a des prévisualisations. Normalement, on peut faire une prise en aveugle, on va dire. Et puis, en quelques minutes, on peut regarder la prise qu'on a faite pour voir si tout va bien. Mais là, on l'a en direct, le stitch. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait automatiquement. Toutes les caméras sont composées en une seule image avec juste 4 secondes d'écart. Ce qui vous permet d'être très réactif. C'est-à-dire d'être aussi réactif que le cinéma. On enlève son casque, on va parler à l'actrice, on dit approche-toi un peu plus, puis là le ton, fais ça, puis te retourner. Et voilà. Et en règle, on va reprendre. Donc on va rester dans l'énergie des acteurs. Ce n'est pas une technologie qui va vous bloquer, qui va vous ralentir. Hein, ce n'est pas du motion control. Quand on travaille avec des acteurs, il y a certaines technologies de prise de vue qui sont lourdes, lentes et complexes. Et parfois, une des grandes difficultés, c'est qu'on a du mal à conserver l'énergie des acteurs, ce qui est normal. De la capacité à enchaîner certaines prises, ça fait partie aussi de la manière d'obtenir la bonne énergie d'une scène. C'est cette capacité à pouvoir pas perdre trop d'énergie, en fait, pour arriver assez vite donc voilà, si on laisse les gens se refroidir, c'est un peu des athlètes aussi, des acteurs, des athlètes émotionnels et sentimentaux. C'est bon, faut pas laisser trop refroidir.
Voilà, donc ça a été la belle surprise de cette découverte. Après, je ne vous cache pas que derrière la recomposition avec cette caméra-là des images, c'est encore un travail qui est complexe. Mais j'ai été assez bluffé parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi proche du cinéma. Voilà, de ce point de vue-là. Donc, ça, j'ai pas encore fini cette séquence, hein. Je suis en pleine post-production de cette petite scène. Donc, je vais découvrir aussi d'autres choses. Parce qu'après, le workflow est un problème. C'est-à-dire qu'en fait, bon, sur le tournage, ça va. Quand on va transférer les images derrière pour pouvoir assembler en haute définition toutes ces images et puis commencer à travailler à la limite, parce que là, c'est le cas, il y a des trucages. Là, au lieu de travailler sur des images en 4K, euh, là, d'un coup, les images, elles font, je sais pas combien, elles font 30K, ou je sais pas, parce que du coup, si vous voulez une image de 4K comme ça, ou même de 2K, on va dire de 2K comme ça, eh ben, il faut la multiplier d'autant pour qu'elle soit partout. Et donc, vous avez d'un coup une lourdeur en post-production de poids d'image et de machine qui est aujourd'hui voilà, un espace où c'est compliqué. C'est-à-dire que en fait, en même temps, c'est l'histoire complète du cinéma et du rapport au trucage et au numérique. C'est-à-dire que chaque fois que les images, chaque fois que les machines qui nous permettent de faire des trucages ou des étalonnages sont arrivées à un moment où elles travaillaient enfin en temps réel, on lançait un flemme, on lançait un calcul et puis se faisait assez vite. Et enfin, après des années où on se dit, ah, tu veux changer juste ça, bon, t'appuies pas, c'est 2 heures de calcul. Bon, on va boire un café. Puis après, on regarde, on dit, ah ben non, c'était pas tout à fait ça, il faut le mettre là. On recommence, c'est de nouveau 2 heures de calcul. Donc il y a une période, là, on n'est plus dans cette période-là, on a des prévisualisations assez rapides, donc on peut d'un coup avancer mieux en trucage. Et boum, la VR arrive, et alors là, c'est même plus vous appuyez ces 2 heures de calcul. Si vous appuyez, c'est, tu veux changer le ciment, on revient dans 2 jours, quoi. Et les machines, je vois, d'un coup, elles se mettent à ralentir. Donc il y a aussi une mise en place de ça. Mais j'ai l'impression qu'au fond, c'est une loi naturelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça deviendrait en temps réel ou un peu facile, et ben, du coup, on va trouver un autre niveau de complexité, on va se mettre par-dessus de manière à repartir et à prendre la patience, en fait. Ce qui doit être, au fond, peut-être la chose que nous renvoie la technologie, à prendre la patience de ces temps de calcul. Donc, ça, c'est un des projets que j'ai et c'est ma relation à la partie tournage. Ensuite, j'ai aussi un autre projet avec Okyo et Iban, qui est un projet personnel, qui est en fait une chose où j'ai eu très vite après l'arrivée du cinéma en relief, l'idée de me dire il faudrait que je fasse vraiment un film en relief de nouveau sur l'Amazonie, les visions qu'il y a dans les médecines traditionnelles amazoniennes, sur lequel j'ai fait un film qui s'appelle Blueberry, qui comporte des séquences de visions. J'ai fait un documentaire qui s'appelle D'autres mondes et j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet. C'est quelque chose qui est important dans ma vie, la médecine traditionnelle amazonienne. Et c'est des plantes et c'est des visions. Et quand le cinéma en relief est arrivé fortement, je me suis dit, tiens, si on voulait de nouveau rendre hommage à ce monde visionnaire, qui est lui en relief dans votre... quand vous êtes dans ces espaces-là, ça serait bien de faire ça. Donc j'ai à un moment travaillé sur l'idée de faire un conte, là plutôt un film pour enfants, un conte sur l'aspect visionnaire du monde amazonien, des esprits de la nature et voilà, et de toutes les visions qui sont qui sont des choses réelles quand on est dans ces cérémonies avec les indigènes. Et quand j'ai mis un casque de VR, à un moment donné, je me suis dit non, mais au fond là, il faut tout arrêter, il faut faire ça, parce qu'aujourd'hui, la VR qui au fond, puisque au fond la définition, j'en reviens au début de la définition, c'est d'un coup vous êtes dans un espace cognitif qui vous englobe complètement, dans lequel vous pouvez tourner la tête, vous déplacer, et les choses continuent de flotter autour de vous. C'est effectivement le monde des visions. Et donc pour continuer d'avancer à témoigner de ces expériences et de ce savoir des guérisseurs traditionnels indigènes et de ce monde incroyable de visionnaires amazoniens. L'autre projet est un projet qui est relié à ça, qui est l'idée de faire vivre aux spectateurs une cérémonie où il y a une prise de plantes très forte et psychoactive et guidé par un guérisseur, il va y avoir un voyage que vous allez faire. Mais là, vous allez le faire
d'une nouvelle manière et quelque part assez proche de la manière dont on le fait. Et c'est pour ça que quand vous voyez des images de gens qui sont dans ces formes de transe, ouais, il y a un mouvement physique à la fois dans ce monde-là, et je crois que le mouvement de quelqu'un qui aura un casque sur la tête dans ce film-là va ressembler au mouvement va permettre d'expliquer pourquoi une personne bouge dans ces espaces-là. Et voilà, donc à la fois il y a quelque chose pour moi de créatif, à la fois il y a quelque chose de l'ordre du témoignage. Et à la fois, il y a la technologie qui commence, pour moi c'est presque mystique, qui commence à permettre de témoigner de quelque chose qui existe. La VR existe chez les Indiens dans ces espaces-là depuis des milliers d'années. Et donc j'ai fait essayer, on est allé chez, chez Okio avec le guérisseur amazonien qui passait, donc j'ai profité pour lui faire essayer un casque VR, pour lui expliquer, dire voilà, on va faire un film, regarde, essaye, avec c'est ZBrush, je crois, c'est ça, ou Paint, Tiltbrush, voilà. Je l'ai fait dessiner et on lui a montré des films pour qu'il voit l'espace. Et là, qu'ils disent oui, là je comprends que ça vaille le coup de faire un film sur notre monde avec ce système-là, parce qu'effectivement, on va pouvoir transmettre des sensations sans qu'une personne... Enfin voilà, c'est un témoignage, hein, c'est pas de faire vivre la chose, mais c'est un témoignage. Et donc je travaille sur ce projet. Et ce projet, au début, je le pensais pour l'Oculus, et puis quand j'ai mis la HTC Vive, je me suis dit que effectivement, il n'y avait rien de mieux que de mettre un casque et puis d'aller s'asseoir dans un endroit, de se retrouver dans un espace dans lequel on peut bouger, et de se retrouver au sein de visions dans lequel on peut se déplacer, puisque c'est aussi la réalité de cet espace. Donc, il fait qu'il y a un changement de technologie, et c'est à la fois un documentaire, parce qu'on va aussi aller en Amazonie, et il y aura une partie qui sera purement expérientielle, qui est le cœur de cette expérience. Donc voilà, là, c'est pas la technologie qui m'a poussé à créer une histoire pour cette technologie, c'est plutôt la découverte qu'enfin, cette technologie va pouvoir me permettre de restituer au mieux ce que j'ai tenté de restituer à travers des dessins, des images dans mes films, des témoignages écrits et autres. Donc voilà. Et donc voilà moi où j'en suis, c'est-à-dire à la fois un projet très particulier, très personnel, qui est ce film, et l'autre qui est très excitant parce que là, très créatif, et qui n'est pas le mien, mais qui, pour un metteur en scène, est un espace parfait et créatif pour faire des choses. Et de la même manière, je suis, moi, face à la VR, vraiment, comme on est au début, c'est non seulement il faut voir, il faut qu'il y ait des gens qui nous épatent et qui fassent des films qui vont poser le langage. Et puis, soit en tant que metteur en scène, il faut en faire pour aussi... voilà, on n'a pas que des modèles encore, vraiment. Donc on doit inventer une écriture, on doit chercher. Mais c'est à la fois ce qui est complètement passionnant, parce que c'est un territoire vierge, voilà. Et je suis sûr que dans 50 ans, on regardera cette période comme on regarde nous aujourd'hui, dans un documentaire, en VR, dans un nouveau système en réalité augmentée, sur les débuts de la VR, les questions qu'on se posait, c'est-à-dire la période présente. Je m'arrête parce que d'un coup je me dis je parle depuis au moins un quart d'heure. Donc. Bonsoir, Colline Tison, j'ai une question. Moi, je suis un peu comme une fan de théâtre au moment de l'arrivée du cinéma. Et en fait, à chaque fois que j'ai regardé des choses en VR, il y avait une espèce de frustration en tant que spectatrice qui arrivait parce que on a envie de regarder un peu partout. On se dit, mince, je suis en train de rater quelque chose. Il se passe peut-être quelque chose. Ah non, il se passe rien. Tiens, je retourne la tête dans un autre sens. Et comment est-ce que vous gérez finalement ces choix infinis qui sont donnés aux spectateurs et la frustration qui en découle? Alors, vous avez en partie répondu en disant qu'une bonne réalisation guidait nécessairement le téléspectateur, enfin le spectateur, mais moi j'ai quand même cette sensation d'être en frustration. Je pense que je n'ai pas parlé d'une chose, et peut-être qu'il va répondre à ça, c'est la notion d'interactivité.
Parce que je pense que les films en VR, je ne dis pas qu'ils se doivent. Hein. Après, le cinéma 360, donc c'est une chose. Mais après, il y a le monde de la VR. Pour moi, il y a une dimension interactive. Déjà, au départ, et l'interactivité répond à cette question-là. C'est-à-dire que il existe des exemples dans des films, mais moi, j'ai un autre rapport à un film. C'est-à-dire que si je regarde, on peut regarder partout. Hein. Donc, par exemple, on va prendre le Cirque du Soleil, qui est peut-être l'archétype de l'exemple. Il y a des choses intéressantes à regarder partout. Donc, et moi, quand je fais découvrir la VR, ça, c'est vraiment, j'ai des gens qui tombent, il y a des gens qui crient, qui essaient d'arracher le casque, alors que je montre le Cirque du Soleil. Hein. Donc il y a vraiment des réactions. Je suis totalement ébahi juste sur un gear de voir les réactions de gens qui n'ont à peine entendu parler. On leur met un casque et on leur dit juste, voilà, regarde, tourne-toi. Ils parlent au personnage. Bon, c'est pas forcément mes copains réalisateurs. Hein, je parle quand je vais voir des gens qui ne savent pas que la VR existe. Vraiment. Donc, ce que je pense de cette frustration, moi, je l'ai pas. Je la vois comme une porte à revoir un film de nouveau. Et chaque fois, je verrai un film différemment. Et c'est aussi la question que je regarde en tant que metteur en scène. C'est-à-dire que je vais proposer une direction. Il y a toujours quand même à peu près une direction. Hein. Alors, il y a des films, on peut regarder tout le temps derrière, il ne se passe absolument rien. Donc on l'a compris. Mais le Cirque du Soleil, c'est l'exemple d'un film qu'on peut revoir parce qu'il y a des numéros et des personnages partout et tout le temps. Donc en fait, il faudrait les voir 8 ou 10 fois pour regarder, au moins 4 fois, je dirais, pour regarder au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et voir vraiment ce qui s'est passé complètement des 4 côtés. Donc ça, je vois ça. Je dirais que dans l'exemple du Cirque du Soleil, qui est formidable, moi c'est un des premiers trucs qui m'a fait dire waouh, sans qu'il y ait vraiment un énorme waouh, puisque c'est vraiment très beau et c'est pas de la montagne russe. Après, on peut guider les gens plus précisément, voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait, dans un film comme ça, lui dire de regarder en fonction de la façon dont les choses vont rentrer. Donc il y a un niveau de mise en scène qui d'ailleurs est dans le deuxième film beaucoup plus présent. Un film un peu plus violent là, dans un univers asiatique avec des combats et tout. Là, les directions de regard sont... Il y a cette notion-là entre le film où on dirige un peu plus le regard du spectateur. Mais moi, j'ai pas eu de frustration. J'ai l'impression de rater, mais c'est pas grave. Je vais revoir. Mais est-ce que moi, au cinéma, quand je ne comprends pas certaines choses, j'ai pas de frustration en fait. J'ai de la curiosité. Et donc, peut-être, ça se renvoie à certaines choses qui sont aussi des choses culturelles et en chacun de nous. C'est-à-dire que après, c'est des histoires générationnelles. Et là, je me souviens d'avoir eu des retours et des choses de l'ordre de puisque je ne comprends pas quelque chose dans un film, tu vois, une chose contemporaine, on va dire, une réaction d'un jeune plutôt contemporain. Je ne comprends pas, je la schématise, mais au fond, c'est ça. Je ne comprends pas, donc il n'y a pas de sens. Donc, je me suis beaucoup posé cette question-là sur le sens. Parce que moi, quand j'ai vu 2001 Odyssée de l'espace, quand j'avais 8 ans, j'ai rien compris. Hein, mais je ne me suis jamais dit qu'il n'y avait pas de sens. Je me suis dit, je n'ai rien compris. Donc, pourquoi quelqu'un aujourd'hui va ne pas trouver de sens si lui ne comprend pas? Si ce n'est que parce qu'il y a du sens pour tout le monde, tout à fait compréhensible, partout dans tous les médias, de manière à ce que les gens, même s'ils vont pisser 3 fois, ils mangent et tout, ils comprennent. Donc, le jour où il y a une œuvre qu'on ne comprend pas, c'est forcément l'œuvre qui a un problème puisque je comprends tout le temps autour. Donc c'est un problème là qui est le cœur de tous les problèmes, tu vois, sur ça. Et donc ça me permet de parler de ça parce que justement j'ai l'impression que la VR contourne cet espace quelque part. C'est-à-dire qu'on accepte le mystère de la VR presque plus que si tu veux une scène où il ne se passe rien, on va enchaîner 3 scènes où on ne comprend pas, et on ressent. Et donc, il y a un moment donné, c'est peut-être parce que c'est les débuts, on va se laisser peut-être plus guider. Moi, je n'ai pas du tout cette sensation. Je sais qu'il y a des films, et c'est là où on parle d'interactivité. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas voir un film, et tu vas te regarder d'un côté, et puis tu vas te dire, tiens, ce personnage est rentré dans la scène, et je l'ai regardé, et elle s'est tournée vers moi, et est repartie. Mais en fait, je vais regarder, et puis quand je me retourne, il y a un autre personnage qui est assis. Tu vois on m'a guidé pour que je regarde une personne qui s'assoit, puis d'un coup je me tourne, il y a un autre personnage qui s'assoit. Je ne l'ai pas vu s'asseoir. Donc si je revois le film, je vais regarder comment elle arrive. Mais en fait, quand je revois le film, elle n'arrive pas.
elle ne viendra pas, parce que je regarde. Et là, on est rentré dans l'interactivité. Et l'interactivité de la VR, c'est une interactivité non pas de celle du jeu vidéo où on clique un truc. Et enfin, moi, c'est une interactivité dans laquelle chaque fois qu'on verra le film en fonction de la manière dont on agira par notre regard ou par notre mouvement, parce que comme je vous le disais avec l'HTC Vive et bon, en tout cas cette génération de machines, je serai dans un monde en réalité virtuelle et je vais pouvoir regarder sous la table. Je vais pouvoir descendre physiquement, moi, chez moi, avec mon casque et faire ça. Mais là, alors, je ne pourrais pas mettre la main, hein. Mais je pourrais regarder sous la table. Ça, c'est ce qui se produit. Donc, voilà. Donc là, d'un coup, on ouvre des pans de qu'est-ce qui se passe si la personne va regarder, qu'est-ce que ça va déclencher. Et la narration et l'interactivité doivent se faire, contrairement à toute la culture du jeu, à l'insu de sa personne. Je sais plus, voilà. Donc, je crois que c'est un appel, si vous avez cette sensation de ne pas savoir où regarder, d'être un peu perdu, d'avoir tous ces choix, c'est que les films n'ont pas été assez bien mis en scène. C'est juste une question, parce qu'il est logique. C'est comme de parler du cinéma et de dire il y a des pans d'histoire qui me semblent devoir être compréhensibles et j'ai pas compris. C'est comme je me suis ennuyé devant un film. Alors je m'ennuie un peu. Je pense qu'au fond c'est vraiment un problème de cet ordre, parce que si on met un casque et si le film est bien fait, on vous guide, mais vous pouvez sortir de ce guidage. Et il faut que le metteur en scène, et c'est là où ça complexifie, il prévoit que vous sortiez. C'est-à-dire que il y a deux types de spectateurs. Quand on peut tout faire dans une image, où on peut regarder partout. Il y a celui qui va mettre le casque et qui va essayer de faire tout ce qu'on lui dit de ne pas faire. Je dis ça en premier, hein, parce que c'est quand même... c'est d'un coup, on va peut-être regarder le film une fois, puis on va vous proposer quelque chose, on va faire l'inverse. Parce qu'on a envie de voir où ça va. Voilà. Et ben, il va falloir prévoir des scénarios pour les différents cas de figure. Et ça, c'est assez excitant. Et c'est ça qui fait qu'on devient, en fait, à son insu, le héros du film. Parce que quand on va commencer à se raconter une expérience VR ou un film qu'on aura vu, mais les deux personnes ne vont pas raconter la même histoire, là, je pense que ça devient intéressant. Ça veut dire qu'il y a une histoire on a été le héros d'une histoire. Voilà. Moi, j'ai remarqué que dans les films VR que j'aimais, c'est qu'en général, assez vite, j'aime bien regarder partout pour voir comment le truc est foutu. Puis après, je me concentre sur ce qu'on me donne à voir. Et voilà. Et si à un moment donné, effectivement, je ne suis pas intéressé par ce que je vois, c'est comme si je regardais mon téléphone au cinéma parce que voir si j'ai pas des SMS. Moi, je fais pas ça, mais ou devant la télévision, ça peut m'arriver. Parce qu'à un moment donné, je suis plus intéressé. Donc c'est juste cette question-là, c'est juste l'intérêt, c'est juste le travail des auteurs, de la mise en scène, et voilà. Ou alors après, c'est pas un film pour vous, quoi. Bonjour, j'ai deux questions à vous poser. La première, selon vous, qu'est-ce que devient le montage en VR, dans des films VR? Et la deuxième, bon, il y a une partie des réalisateurs VR, comme Chris Milk, comme Félix et Paul, qui font des films dans lesquels on est justement un témoin, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Autrement dit, on n'a pas nécessairement un rôle dans la narration. Alors, est-ce que selon vous, la VR cinématique implique d'avoir justement un rôle, implique nécessairement une expérience utilisateur? Non, je dirais que c'est pas nécessaire, hein, mais j'ai l'impression que c'est ce qui est intéressant. Voilà, mais ça va dépendre encore du sujet. C'est-à-dire que dans le cinéma, on se pose pas cette question. Il n'y a pas d'interactivité possible. Tu vois, donc une histoire que tu vas raconter, après tu peux choisir différents formats, différentes façons de faire. Néanmoins, tu vas pas te poser cette question. Ben, ça va être un peu cette question va revenir vers un réalisateur qui va faire un film par rapport à une histoire. La notion d'interactivité, elle va venir se positionner par rapport au sujet qu'il traite. Donc je pense que ça fait des sous-catégories. Il y aura des films interactifs, il y aura des films peut-être interactifs dont on le saura même pas. Tu le sauras que si tu le vois 2 fois et que tu fais quelque chose de différent. Tu le sauras
si tu as le témoignage de quelqu'un qui va te raconter qu'il a vécu autre chose que ce que tu as vécu. Mais tu vois, voilà. Donc après, c'est un choix éditorial, artistique au départ d'un projet de se dire ça. Il faut dire qu'il y a aussi, bien sûr, des contraintes budgétaires énormes parce que quand il va falloir fabriquer plusieurs alternatives, c'est complexe, mais c'est ce qui me semble intéressant. Mais c'est encore, c'est des choix. Je pense que, voilà. Mais j'ai pas l'impression qu'un autre type d'interactivité soit fondamental. Ça, c'est mon opinion. Cette interactivité-là m'intéresse, celle où je me suis fait avoir, où je ne l'ai pas vue. J'ai jamais cru voir un film interactif et pourtant il l'était. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais oui. Bonjour, vous n'avez pas répondu sur le montage. Du coup, je voulais Le montage, non, attends. Voilà. Après, tu reprends. Exactement, oui, c'était ça le début de la question. Je savais bien que j'ai oublié un truc, ça fatigue un peu. Le montage, oui, c'est très intéressant. Alors, aujourd'hui, on vous fait une coupe dans un film, c'est quand même un petit peu un choc. Hein. Mais c'est possible, hein. Il y a des documentaires. J'avais vu un documentaire sur Ebola en Afrique où il y avait du montage, vraiment du montage, mais on est plutôt dans le plan séquence, quand même en majorité statique, et on passe d'un univers à un autre, et la transition, je ne dis pas que c'est un fondu, mais enfin, il faut faire attention parce que c'est pas le montage tel qu'on a été éduqué à le recevoir. Maintenant, on peut se pencher, il faut toujours regarder, en fait, il faut regarder l'histoire, il faut regarder derrière, il faut dire comment ils s'en sont sortis, comment c'est arrivé. Comment il est arrivé qu'aujourd'hui, on peut se prendre 2500 plans, et je ne dis pas que c'est bien, hein, mais dans un film sans broncher et faire des ellipses. Les premières ellipses du cinéma, les gens ne comprenaient pas dans les salles. Le type est dans une pièce, puis d'un coup, il est dans une autre, ou il est dans la rue, et on ne l'a pas vu descendre l'escalier. Donc il y a une éducation qui s'est faite petit à petit avec des tentatives d'un langage, et on apprenait ce langage en tant que spectateur. Et on l'apprenait, et voilà. Et aujourd'hui, on a un langage très complexe qui est celui du cinéma. Et on l'a tous, dès qu'on est enfant, on l'apprend petit à petit, et on accepte des choses qui auraient été inacceptables par 50 ans plus tôt, où les gens seraient sortis de la salle, je ne comprends rien, je ne peux plus suivre, c'est de l'abstraction. Tu vois. Donc maintenant, si on regarde aujourd'hui, on se dit aujourd'hui c'est compliqué le montage, mais aujourd'hui, est-ce qu'il va falloir inventer aussi, est-ce qu'il y a des alternatives à la coupe franche? Est-ce que, tu vois, il y a un langage, une façon de monter ces films qui est aussi à inventer. C'est là, quand je parlais du tournage, la manière de tourner, la bonne nouvelle, c'est que la manière de tourner pour un metteur en scène, il peut retrouver ses billes. Par contre, la manière dont il va raconter l'histoire et comment il va faire ses setups, ses scènes, et comment il va les agencer, c'est complexe, mais ça marche. Il y a des films où pour l'instant, tu passes, chaque fois, c'est une caméra en général fixe, ou alors elle peut être en déplacement, hein, général fixe, qui a une forme de point de vue, et on passe d'une scène à une autre. Ça marche. On passe d'une scène à une autre, et on suit une narration à travers ces scènes. Voilà. Donc le montage existe déjà, et ça fonctionne. Mais c'est quelque chose d'un coup qui est très délicat, quoi. On ne peut pas couper comme on coupe dans de la, enfin on coupe plus dans de la péloche, mais physiquement avec des ciseaux, mais comme on pourrait couper un plan de cinéma. Donc c'est intéressant, et c'est dingo de se dire qu'il va falloir tester des trucs. C'est-à-dire tourner des scènes et puis d'un coup se tester. Et si on fait une coupe comme ça, qu'est-ce que ça provoque? Parce que l'immersion sensorielle est tellement forte que si on vous change d'univers, on a un choc. Voilà. Merci. Du coup, moi, je me posais une question. Je suis aussi issu d'études de cinéma, etc. J'ai appris la grammaire du cinéma et j'en suis assez proche, mais je suis aussi un gros joueur de jeux vidéo. Et depuis le début, à chaque fois qu'on parle d'idées de cadre, de rythme et de narration, j'ai l'impression que l'univers du jeu vidéo, du fait d'avoir tout de suite pensé comme un point de vue avec un cadre qui est complètement ouvert et sur lequel on peut déjà bouger à 360 sur Doom, par exemple, etc., et être dans un univers, a énormément d'avance en fait sur la narration dans l'univers de la VR. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, si c'était quelque chose qui peut être inspirant ou si c'est des choses qui peuvent être, enfin pas problématiques, mais des choses qui sont à confronter à la grammaire du cinéma, ou c'est des choses dont on peut s'inspirer pour vous? J'ai l'impression qu'il y a des ponts, alors bien sûr avec la grammaire du jeu vidéo, mais moi j'aurais tendance à me dire que au fond, je suis épaté par des. Moi j'ai arrêté un peu de jouer, voilà.
Mais je regarde heureusement, j'ai des grands voilà, que je regarde par-dessus les épaules et je vois un petit peu c'est assez incroyable. On est déjà en temps réel dans des univers en 3D assez complexes et tout. Mais ça n'empêche que le rapport à l'interactivité, je pense que la VR peut apporter plus. Alors, je pense par contre que l'expertise de gens qui font du design de jeux vidéo et surtout qui font de l'interactivité, si on leur demande une autre type d'interactivité, mais de possible, leur regard, l'interactivité dont je parle, et je pense que c'est celle-là j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui pourra dominer pour sortir aussi de... Tu vois, je crois que la VR a besoin de créer son monde et que il va prendre des choses, des savoir-faire dans le jeu vidéo, des savoir-faire dans le cinéma. Le cinéma contient déjà d'incroyables savoir-faire, le savoir-faire du décor, de la lumière, enfin tous les arts humains, de la musique. Et voilà, mais il va inventer son propre truc. Par contre, je pense que les jeux l'ont fait, et c'est vrai que c'est étonnant. J'ai quand même rejoué à des trucs où tu vis une aventure comme ça, tu peux stresser très fort dans un jeu. Tu vois, tu peux stresser très fort. Sauf que si tu mets un casque de réalité virtuelle, ce que j'ai fait une fois, et on te met un truc très très stressant, mais c'est franchement terrible. D'ailleurs, à mon avis, il y aura des dégâts en réalité virtuelle sur les gens. Un truc d'horreur en réalité virtuelle, ça va faire des dégâts psychiques. Ça, je ne vais pas faire le... J'en suis absolument persuadé. Parce que justement, ça s'imprime plus profondément dans la psyché. Donc, c'est un truc... Moi, j'ai eu peur. Enfin, eu peur, c'est un grand mot, mais j'ai été quand même en tension dans un jeu vidéo où, au fond, tu regardes des poissons, quoi. Tu vois, donc quand tu te dis ça, après... D'ailleurs, c'est pas avec la HTC Vive que j'ai fait un truc d'horreur, c'était avec un petit truc, mais... Tu es dans des fonds sous-marins, dans un jeu qui est tout bête, c'est fond tout simple. En 3D, ça c'est beau, tu vois, tu es dans les abysses. Et à un moment, tu as un rocher. Et ta télécommande, tu vois, c'est une lampe. Donc quand tu appuies, tu mets de la lumière où tu regardes. Donc toi, avec ton casque, tu es comme ça, tu es en train de regarder, qu'est-ce qui se passe. Puis tu vas regarder le rocher, et là, tu vois qu'il y a un œil dessous. Donc tu fais ça, tu vois, naturellement. Et tu es avec ton casque sur la tête, tu fais comme ça, puis alors les gens te voient avec ton casque sur la tête, puis tu commences à faire comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est chelou, tu vois. Et c'est un poisson, enfin un poisson des profondeurs un peu louche. Mais tu dis, si tu envoies un énorme poulpe derrière, tu vas crier. Tu vois, alors que je pense que dans un jeu, un petit poisson des profondeurs, ou dans un documentaire, même en 4K, même à la géode, tu vas pas frémir. Donc cette implication est forte. Donc, et je crois qu'une interactivité du type jeu va casser cette forme de réalité. C'est ce que je crois, moi. Je crois que l'interactivité doit être inconsciente, en fait, quasiment. Toi, tu ne dois pas être là et te dire, bon, tu peux être interactif en allant dans un espace plutôt qu'un autre, mais tu ne vas pas pouvoir te déplacer beaucoup, d'ailleurs, physiquement, parce que sinon tu vas être cogné au mur chez toi, quoi. Mais voilà, et là je crois que l'immersion sensorielle sera plus forte. Oui, Yann, Rémi Brun, je m'occupe de Mocap Lab, donc je vais te parler Mocap. Juste, tu as ajouté le mouvement de la caméra, comme ça, tu as dit on peut déplacer la caméra comme si c'était un petit plus, ou à un moment tu t'es baissé, tu as dit on va regarder sous la table, et effectivement ça veut dire que tout d'un coup tu n'es plus juste dans le cinéma 360, mais tu es dans la 3D complète, et donc là ça veut dire changer complètement de techno, de tournage, et donc ça veut dire tourner des acteurs, faire un tournage en mocap, faire toute la... Et là ça devient quelque chose d'énorme. Et est-ce que ça c'est quelque chose qui te semble jouable? Et d'autre part, tu as parlé du montage tout à l'heure, quand on bouge la caméra, tu as le corps du spectateur, du spectateur qui est impliqué, et quand même plusieurs fois tu as dit on ne pourra pas bouger beaucoup, on ne pourra pas, et ça me semble être une des grosses... Enfin, comment le corps rentre dans la boucle alors qu'il n'a pas le droit de trop bouger. Parce qu'on sait que très vite, soit c'est ta caméra qui bouge et on est emmené avec notre corps et on peut vite être baladé un peu trop brutalement, soit il faut qu'on bouge nous-mêmes notre corps, mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'on a un décor autour qui est compatible avec le décor virtuel, et ça devient un enfer. Enfin, en tout cas, ça veut dire que les salles de cinéma seront des faux décors. Il faudra que tu puisses avoir une fausse table et un faux canapé. Non, alors c'est vrai que du coup, la technique dont je parle peut impliquer de la mocap et autres, effectivement. Mais bon, je pense que en l'occurrence,
je pense pas forcément que ce soit des gros mouvements. Tu vois, ce que j'ai découvert, c'est que dans une expérience VR que tu vas proposer, en tout cas moi dans le projet que j'ai amazonien qui s'appelle Cosmic Journey, c'est le fait de pouvoir être debout et juste t'asseoir par terre dans un espace, tu vois, d'être là. Et après, tu vas presque plus bouger dans cette chose-là. Maintenant, tu peux bouger un petit peu. Tu vas voir quelqu'un qui se rapproche, tu peux le regarder de côté, tu vois, tu vas voir ces choses-là. Et ces petites choses te donnent un tel sentiment tu vois, de réalité. Donc, je pense qu'effectivement, la mocap va être la mocap. Alors là, on essaye sur un autre projet. Bon, on essaie aussi de reprojeter sur des reconstructions 3D, le jeu des comédiens. Enfin, tu vois, en ayant détecté les mouvements. Enfin, après, il y a d'autres technologies qui sont. On essaie de faire des choses un peu expérimentales, à la fois pour essayer de faire un film avec des acteurs en cinéma 360, en tout cas la scène dont je parle, et de faire que cette scène puisse marcher aussi sur l'HTC Vive. Tu vois. Donc voilà, mais ça c'est de l'expérimentation. Ce qui est formidable, c'est qu'on est dans un espace d'expérimentation. C'est-à-dire que moi, tu vois, quand j'ai fait ce plan, par exemple, le plan dont je vous parlais tout à l'heure, on se dit, bah, tiens, est-ce qu'on peut passer de la 2D à la 3D dans le plan? Parce qu'on voudrait avoir un sentiment d'échelle de type 2D qui sera plus percutant par rapport à la scène. Et puis, les 15 secondes plus tard, ce serait beaucoup mieux de faire entrer le relief. Est-ce que tu peux le faire entrer? Tu vois, ben oui, tu as des trucs incroyables qui marchent dont on ne s'aperçoit pas. Et donc, dans le cinéma, on a plein de trucs. Tu vois, on a tout un savoir-faire qu'on développe en essayant de réparer des choses qui n'ont pas fonctionné, de trouver des manières de rendre une scène plus crédible. Et voilà, et des trucs de langage. Et je crois que là, en fait, on a l'alphabet, on a quelques mots et on attaque, quoi. Donc c'est ça qui est excitant.